Fabrice Giraudet, je suis maître de conférence à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand et je suis aussi membre donc de l'UMR INSERM 1107 et je suis également donc responsable de la plateforme audiologie avancée clinique et expérimentale. Alors l'objectif de ma présentation, elle est basée essentiellement sur la volonté de présenter des effets du bruit sur notre système auditif. Et je tiens tout d'abord à remercier également Jonathan Gale et Didier Dulong qui ont fait une très belle introduction. Et vous allez voir en fait que nos thématiques sont très proches et que les questions en fait tournent à peu près sur les mêmes questions. Comme vous le savez, en fait, le système auditif en clinique est évalué par l'audiométrie et selon en fait le Bureau international d'audiophonologie, il est possible de classer en fait la notion d'audition en audition normale et en perte auditive. Et selon en fait le degré de cette perte auditive, on va, j'allais dire, de façon assez simple, faire le distinguo entre une audition normale avec une intégrité des cellules ciliées externes et des cellules ciliées internes, comparativement à une dégradation de l'audition associée avec une perte, une dégénérescence des cellules ciliées externes. Bien entendu, ceci est une vision assez simple et je vais vous présenter à la fois des données cliniques et des données expérimentales obtenues chez l'animal, vous illustrant en fait que l'étage des neurones est également très très important. Sur base en fait de cette audiométrie, eh bien, le médecin ORL et l'audioprothésiste vont ainsi pouvoir proposer une réhabilitation auditive auprès du patient. Alors, l'audiogramme, en fait, dans certains cas, nous donne une information et cette information est essentiellement sur la notion de sensibilité, de détection du système auditif. Mais de plus en plus, on va décrire des patients qui vont présenter des troubles, et essentiellement des troubles d'intelligibilité dans le bruit, et ceci, en fait, de temps en temps, avec une audition normale. Et on va pouvoir retrouver, en fait, ces plaintes de patients nous indiquant que je peux entendre, mais qu'il m'est difficile de comprendre, et surtout de comprendre dans des situations de bruit, telles qu'un repas de famille, un cocktail, etc. Mais ceci, souvent, en fait, dans le cadre d'une audiométrie tonale liminaire d'un audiogramme qui est strictement normal. Donc, ce tableau clinique, en fait, va faire penser le plus souvent à un tableau pour le médecin ORL, le praticien, à la suspicion d'une atteinte peut-être un peu plus subtile qu'une atteinte de l'organe de Corti. Et il peut se poser en fait la question d'une atteinte de type neuropathie auditive. Alors, pour reprendre un petit peu des choses qui vous ont été introduites tout à l'heure, vous reconnaissez très bien donc l'organisation de notre cochlée et on va retrouver différents compartiments, notre membrane basilaire, notre strie vasculaire, notre organe de Corti. Et cet organe de Corti est composé de différents types cellulaires et les cellules ciliées externes sont aisément explorables par l'introduction d'une sonde dite d'automission nous permettant en fait de recueillir une réponse acoustique qui provient en fait de la physiologie des cellules ciliées externes et également plus particulièrement de la touffe stéréociliaire. Donc on a, par le biais de cette mesure simple et rapide, non invasive, l'accès à la fonctionnalité des cellules ciliées externes. L'autre compartiment qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est plutôt ce compartiment neural avec les fibres nerveuses et les ganglions spiraux. Et comme vous le voyez, en fait, chez l'enfant, l'adulte, le volontaire ou le patient, on peut aisément recueillir des réponses électrophysiologiques qui sont donc les potentiels évoqués auditifs, dits précoces, dans le cadre des mesures classiques qui sont réalisées à l'hôpital auprès des enfants ou des adultes. Alors, je veux commencer par vous présenter en fait une première entité. Je vais vous présenter trois tableaux cliniques un petit peu particuliers qui font intervenir en fait la notion de bruit et l'application, les désordres que peuvent induire ce bruit. Le bruit n'étant pas spécialement néfaste dans certains cas. Je vous présente tout d'abord des travaux que nous avons réalisés auprès d'une cohorte de patients qui présentait une pathologie neurologique particulière qui est l'ataxie de Friedreich. Et cette ataxie de Friedreich, en fait, est induite par une mutation au niveau d'une protéine mitochondriale qui s'appelle la frataxine.
Et en fait, on va se rendre compte globalement que le patient présente au fur et à mesure des troubles neurologiques qui vont être de plus en plus marqués. Et ce patient, au fur et à mesure, va développer en fait une perte de la marche, une perte de la dextérité fine, etc., etc. Donc, en fait, on s'est intéressé à ces patients. Et globalement, comme vous pouvez le voir sur leur audiométrie, il n'y a pas de perte particulière. Nous avons montré par une épreuve d'intelligibilité dans le bruit que ces patients, par rapport à un groupe contrôle, présentaient très rapidement des difficultés lorsque on présentait de façon simultanée des mots avec un bruit de cocktail. Donc, en fait, on arrive à illustrer tout simplement la plainte de ces patients, alors que, comparativement, en fait, ces patients n'ont pas de perte auditive particulière. Donc, il y a bien une discordance entre l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale. Si on veut réaliser ces épreuves d'électrophysiologie, que vous avez vues de façon assez simple, en posant, j'allais dire, 3 fils sur la tête du patient et en lui présentant un son particulier qui est un son appelé un son clic, on va pouvoir obtenir des ondes d'électrophysiologie. On va pouvoir marquer ces ondes avec des ondes 1, 3 et 5. Et vous voyez que pour ce patient-ci, l'onde 5 correspond à la latence attendue par rapport à des données normatives. Et si on regarde des patients qui ont été enregistrés avec le même protocole, il nous est difficile de pouvoir pointer, de pouvoir mettre en évidence des ondes 1, 3 et 5. Dans ce contexte-là, on va parler de notions peut-être de désynchronisation auditive ou de neuropathie auditive, comparativement à ce patient qui est considéré comme un patient contrôle. Pour réaliser ces enregistrements, je vous ai bien indiqué que, en fait, ce sont des enregistrements d'un Moyen-Âge, et ce Moyen-Âge, il est obtenu avec l'acquisition de 1000 données unitaires. Donc, en fait, on a vraiment, en routine clinique, une mesure qui est faite avec ce Moyen-Âge. Si maintenant, en fait, au lieu de faire 1000 acquisitions, on fait des sous-Moyen-Âge, tout simplement, on va pouvoir avoir un enregistrement dynamique de notre système auditif. Et tout simplement, comparativement à la mesure classique, si on fait la somme de ces 4 sous-Moyen-Âge, on va retrouver la mesure classique que l'on a. Si on compare cette mesure que l'on a obtenue chez le patient, chez nos 2 patients qui ont des difficultés d'intelligibilité dans le bruit et chez qui il nous est difficile de pouvoir identifier clairement des ondes, vous voyez que dès les premiers 250 acquisitions, on peut mettre en évidence sans doute une onde 5 et que cette onde 5, avec le temps, a tendance à s'allonger dans la latence, voire à disparaître. Le cas de ce deuxième patient, vous voyez également ce décalage et cette diminution d'amplitude. Donc, on a bien un phénomène particulier que l'on a mis en fait un petit peu à jour, c'est cette notion de fatigabilité. Et vous voyez qu'avec une dynamique très rapide, en quelques secondes, on va avoir un épuisement qui pourrait être associé à ce phénomène mitochondrial. On pense au problème avec la pompe NAK-ATPase qui peut être impliqué dans l'équilibre ionique et donc dans la génération des potentiels évoqués au niveau de notre nerf auditif. Je vous présente, alors est-ce que je peux le lancer? Je ne suis pas si sûr. Bon, ça n'a pas l'air de se lancer. Mince. Je vais passer là. Alors, si. Donc, si on fait un enregistrement de potentiel évoqué auditif, vous voyez qu'on réalise une première courbe, que si on réalise une deuxième courbe, plusieurs courbes, on va avoir une stabilité. Alors que si on regarde la même chose chez un patient, vous voyez qu'il y a une diminution de suite. Je vais vous remettre la vidéo. On voit de suite une diminution de l'amplitude qui apparaît très rapidement. Et lorsque l'on réalise un enregistrement et un troisième enregistrement, vous voyez qu'au fur et à mesure, on a vraiment cet épuisement qui s'installe. Donc, vous voyez qu'en très peu de temps, on va pouvoir identifier ce phénomène-là. On a montré chez les patients, donc toujours atteints de cette pathologie de l'ataxie de Friedreich, que l'on pouvait avoir ce phénomène d'épuisement, de fatigabilité. Si on met ces patients dans le silence, on va pouvoir restaurer
on va dire, un niveau énergétique dans les neurones, dans les cellules des voies auditives, et on va pouvoir à nouveau retrouver, après un temps de pause dans le silence, on va pouvoir retrouver ce tracé particulier avec ces ondes 3 et 5. On a retrouvé ce profil, j'allais dire un petit peu identique, chez un autre patient. Vous voyez qu'il y a une audiométrie subnormale, mais avec une baisse sur les basses fréquences, qui est également un indicateur d'un problème au niveau du verrouillage de phase et qui est donc en première intention peut-être une suspicion avec la description d'un trouble d'intelligibilité, et bien peut-être d'une neuropathie auditive. Et donc vous voyez que lorsqu'on réalise 2 fois 500 acquisitions, on va retrouver ces ondes particulières, mais lorsqu'on fait une exposition, lorsqu'on maintient la stimulation acoustique pendant 5 minutes, il nous est difficile de retrouver les ondes précoces. Et si on maintient le patient avec du silence, on va retrouver des ondes 1 et 3 qui vont réémerger. Lorsqu'on avait évalué ce patient, on n'avait aucune information génétique, et quelques années plus tard, en fait, les généticiens nous ont donné une information d'une mutation appelée KIP21A, qui est connue pour des troubles oculomoteurs, mais dont les troubles auditifs n'ont jamais été décrits. Je vais vous présenter maintenant une autre atteinte auditive, et nous avons travaillé avec nos collègues de l'Institut Pasteur de Paris. Il s'agit en fait d'une évaluation initialement de souris qui présente la mutation pour la pêche-vaquine, qui est alors étiquetée par la suite comme la surdité DFNB 59. Et lorsque l'on regarde en fait par rapport aux animaux contrôle les seuils en audiométrie électrophysiologique ou en auto-émission, vous voyez qu'en fait on a une grande disparité dans le groupe d'animaux qui ont la mutation. Donc en fait, on a non pas un aspect homogène, mais on a vraiment un aspect hétérogène. Donc on s'est posé la question de l'origine de cette hétérogénéité chez ces animaux mutants. Comme vous le savez, en fait, une souris, lorsqu'elle met bas, elle peut avoir de nombreux petits, mais malheureusement, elle n'a que 10 mamelles. Donc, les autres petits, qui n'ont pas la bouche pleine, j'allais dire tout simplement, vont émettre des cris, et tout simplement, plus on aura d'animaux dans la cage, plus en fait, ils vont avoir des seuils auditifs qui vont être dégradés, tout simplement parce qu'en fait, ils vont s'exposer par eux-mêmes. En fait, ils vont se traumatiser par eux-mêmes. D'où en fait l'explication de cette hétérogénéité. Dans certaines cages avec des animaux peu nombreux, on va se retrouver avec des seuils auditifs faibles, et avec des animaux plus nombreux, on va se retrouver avec des seuils auditifs beaucoup plus élevés. Donc, on a redocumenté en fait cet effet d'exposition au bruit chez un groupe contrôle. Vous voyez qu'avant et après, il n'y a aucune influence de cette présentation acoustique de 1 minute 105 décibels, alors que pour les animaux qui présentent initialement pas de perte auditive, vous voyez que l'exposition à ce bruit induit une envolée des seuils auditifs qui ne sont pas récupérables à l'issue de cette exposition. On a demandé à des collègues qui avaient en fait initialement récupéré en fait les informations cliniques auprès des patients qui étaient atteints de cette surdité, et en fait on leur a demandé de réaliser le même protocole d'électrophysiologie que je vous ai présenté tout à l'heure, et vous voyez que plus on va faire d'acquisition, plus en fait on va se retrouver avec une onde qui aura tendance à augmenter en latence et à diminuer en amplitude. Lorsque l'on maintient le sujet pendant 10 minutes dans le silence, on va retrouver une intégrité de la courbe d'électrophysiologie, mais lorsque l'on maintient à nouveau la stimulation, on va retrouver tout simplement cet effondrement de ces ondes d'électrophysiologie. À noter que les patients nous décrivaient aussi souvent une sous-utilisation de leurs aides auditives. Ça paraît évident, l'aide auditive sera là pour amplifier le son, et en fait l'aide auditive va quelque part maintenir un niveau de stimulation et entraîner un niveau d'épuisement au niveau des voies nerveuses auditives. Le deuxième point, en fait, c'est quelque chose que Didier vous a très bien présenté, c'est cette notion
de fibres de bas seuil qui sont impliquées dans le codage des intensités entre 0 et 50 décibels, et ces fibres de haut seuil qui sont impliquées dans le codage des fibres des intensités entre 50 et 100 décibels. Et comme l'a très bien expliqué également Didier, il y a une position particulière, des morphologies des ribbons particulières, des tailles de ces fibres très particulières. Donc, histologiquement, on arrive à faire le distinguo entre ces deux catégories de fibres. Et électrophysiologiquement, on arrive à avoir des fibres, à définir des seuils avec un haut taux de spontané de décharge et des fibres avec un bas taux spontané de décharge. Donc, soit on préfère la nomenclature par rapport au taux spontané, soit on va parler par rapport au seuil audiométrique. On a répliqué les travaux de l'équipe de Charlie Lieberman et de Sharon Kujawa avec l'exposition de la souche CBA pendant 2 heures à ce bruit de ce narrowband, donc de 8-16 kg pendant 2 heures avec des intensités de 94, 97 ou 100 décibels. Et de façon identique à ce qui avait été décrit, l'exposition à cette bande de bruit n'induit aucune altération pour les différents groupes exposés, pour les 3 groupes exposés, aussi bien sur les seuils d'électrophysiologie que sur les mesures d'auto-émission. Ces résultats ont été obtenus 15 jours après la stimulation, la surstimulation acoustique. Lorsqu'on le regarde du point de vue synaptique, on retrouve exactement les mêmes résultats que l'équipe américaine, avec cette décroissance au niveau des ribbons au niveau de la base, aussi bien pour des intensités de 97 décibels que pour 100 décibels. Et on note que l'exposition à 94 décibels, qui avait été également décrite pour être non neuropathique. Donc, dans ce travail-là, en fait, nous avons déjà rajouté tout simplement la stimulation à 97 décibels, comparativement aux travaux précédents de Sharon Kujawa et Charlie Lieberman, qui ont simplement en fait une exposition à 94 ou à 100 décibels. On a repris les travaux et on a regardé exactement comme nos collègues américains. On s'est intéressé alors aux réponses plutôt médianes en fréquence, mais on a fait une analyse beaucoup plus fine aux alentours du 32 kHz, qui est la zone en fait, qui est atteinte par cette présentation acoustique. Et en fait, globalement, au niveau de la latence de l'onde 1, on ne constate rien. Si on regarde l'amplitude de l'onde 1, du point de vue statistique, on va bien retrouver une différence entre le groupe exposé à 100 décibels et 97 décibels, comparativement aux 2 autres groupes, contrôle et 94 décibels. Mais si on regarde du point de vue individuel, un individu exposé à 100 décibels ayant une amplitude comme celle-ci, nous ne pouvons pas, du point de vue individuel, indiquer si par rapport à un animal contrôle, s'il s'agit d'un groupe contrôle ou s'il s'agit tout simplement d'un animal qui a été exposé uniquement sur l'analyse, sur base de l'analyse de l'amplitude de son onde. Donc en fait, on a développé un nouveau test assez simple où en fait on va réaliser chez l'animal contrôle dans un premier temps une électrophysiologie avec une présentation de 60 décibels. Et dans la même oreille, de façon ipsilatérale, on va présenter un bruit blanc, un bruit masqueur. Ce bruit masqueur, on va le présenter avec une intensité croissante pour justement gommer la réponse d'électrophysiologie obtenue avec les intensités de stimulation, donc d'un tone burst à 32 kHz à 60 décibels. Et si maintenant on maintient ce niveau de bruit dans l'oreille ipsilatérale, mais que l'on augmente progressivement l'intensité de stimulation du tone burst, on va révéler progressivement des fibres qui vont répondre et qui vont donc émettre leur électrophysiologie. Donc jusqu'à 60 décibels, on a bien une activité des fibres dites de bas seuil que l'on va pouvoir masquer. Et lorsque l'on augmente l'intensité de stimulation avec un bruit masqueur, on va pouvoir ainsi révéler l'activité des fibres de haut seuil. Et lorsque l'on ne présente pas la stimulation avec le bruit de masque, on va se retrouver avec un tracé classique. En fait, les tracés 1 et 6 sont des tracés qui sont classiquement obtenus en routine clinique. Si maintenant, en fait, on prend des animaux qui ont été exposés à 100 décibels, vous voyez que globalement, on ne voit pas réellement de différence sur les morphologies et surtout sur l'amplitude de l'onde. Si maintenant on applique cette simple procédure de masquage, vous voyez qu'on va progressivement augmenter l'intensité
de ce masque. Et maintenant, si j'augmente l'intensité de présentation du tone burst en maintenant la présentation de ce masque, eh ben, je n'ai pas de réponse d'électrophysiologie. C'est très simple, c'est logique, quelque part, c'est que chez ces animaux-là, il n'y a plus de fibres de haut seuil. Donc, il n'y a plus possibilité de codage de l'intensité entre 70, 80, voire 90 décibels. Et si je supprime l'activité, le masque ipsilatéral, eh ben, je vais me retrouver globalement avec une onde d'électrophysiologie qui est globalement identique à celle que j'ai obtenue à 60 décibels. Donc, vous voyez qu'avec une procédure assez simple, on peut révéler ou non l'absence ou la présence de fibres dites de haut seuil. Cette procédure, actuellement, on est en train de la normaliser sur, enfin, nous l'avons normalisée sur un groupe de volontaires entre 18 et 25 ans, et nous sommes également maintenant en train d'étudier des populations qui sont globalement exposées au bruit pour voir si on peut révéler en fait cette atteinte particulière, cette synaptopathie. Donc, si je reviens sur la présentation que l'on avait tout à l'heure avec la notion d'amplitude de ces ondes 1, vous voyez que globalement, on a bien un effet de groupe, un effet statistique. Mais maintenant, si je regarde la réémergence des potentiels évoqués auditifs, donc les RABR, ben vous voyez très bien que globalement, j'ai une réponse assez binaire, c'est que comparativement au groupe contrôle, voire au groupe exposé uniquement à 94 décibels, eh bien, le groupe exposé à 100 décibels, qui présente vraiment cette atteinte spécifique des fibres de haut seuil avec cette synaptopathie, on a bien une absence de réponse. Quelques animaux exposés à 97 décibels présentent une amplitude, mais très très faible, et également significativement différent par rapport au contrôle ou au groupe à 94 décibels. Donc, on a bien maintenant cette notion qui ressort, cette notion de surdité cachée, terme que je n'aime pas trop parce que la notion de surdité fait apparaître souvent la notion, comme dans la vision classique, d'une atteinte des cellules ciliées externes. Or, ici, il n'y a pas cette atteinte des cellules ciliées externes, il y a bien une décroissance de la densité, une diminution de densité des fibres de haut seuil, voire une atteinte au niveau synaptique. Donc, je préférerais plutôt la notion de trouble supraliminaire que vraiment la notion de surdité cachée. Mais ça, c'est toujours une discussion qu'on peut avoir entre collègues et entre spécialistes. Voilà ce que je voulais vous indiquer pour cette présentation d'aujourd'hui. Et now my talk is open for questions. And I want to thank you very much. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette conférence. So maybe we will switch in English if there are some questions about the talk. So don't hesitate to ask questions. So Didier has a question. You have to reactivate activate my microphone and my video. Thank you very much for this talk, Fabrice. Very interesting. Just one question: have you tried this masking protocol in other type of mice, such as C57 black cyst mice? Or? No, actually, we just focus our job about the CBA because this is the models for the synaptopathy. But actually, we work also with the guinea pig because guinea pig is more interesting for about the neural coding with the phase looking, something like that. But actually, we just focus about CBA. Okay, I would be very interested to look and maybe in few time we protocol in this C57 black cyst mice to see whether we are losing to confirm that we are losing high threshold fibers. But the strain is the G, low threshold fibers. Is it your strain is the G or it's the N? G. The G. Okay. You know, with the N, you have a more stability of hearing in the time. Yes. Close to the CBA, but with the G, you have the hearing loss with the due to the cadherin 23. Yes, but actually, I have a PhD student who work about the question with diabetes inducing in mouse model in different strain, and I think next year we applied this protocol in. In CBA, G and N strain.
So I will give you information later. Okay, we'll talk about that. Just a quick question. I don't want to monopolize the word. About frataxin. Yes. Your experiment, your work there show that indeed hearing is cost energy, and there is a sort of fatigability of the system. Yes. Meaning that we know that, and because frataxin is a mitochondrial protein, correct? Or yes, yes. So, and will impair the production of ATP and other maybe calcium homeostasis around the synapse. So indirectly, I would like to make the comment that the synaptic transduction, unlike the mechanical amplification by the outer cells, is very cost energy. Needs very efficient homeostasis. Yes, but the mutation in frataxin, it's very focused. It's focused only in neuron and also in the heart. So it's mainly postsynaptic. Okay. Yes, it's a postsynaptic, and I didn't show you, but patients have very beautiful DP, autoacoustic emission. So there is no trouble with the cochlear amplifier. Okay. Thank you. Carol, you had a question? Okay. Yes, I had a question for both of you, Fabrice and Didier. I wanted to know if we know about autophagy in sound damage ears. If you can answer this question. Maybe you have the answer. Yes, it seems that there is a few publications showing autophagy during sound trauma. Yes, in hair cells. Okay. LC3B overexpression, and so autophagosome production in hair cells during sound trauma. Interesting. Thank you. I also had a question for Fabrice. Is it known if there are some critical periods in development of exposure to noise that will worsen the situation or trigger the degeneration, the disappearance of these fibers? Or this yes. The protocol to induce this synaptopathy in CBA strain mouse was published before, I don't remember the date of the publication, but all the Charlie Lieberman teams evaluate the critical period for to induce temporary threshold shift, TTS, or permanent threshold shift. And they focus their job, their work on this age of mouse. So they well describe an evolution of the critical period in mouse, but I think this is only in this strain of mouse, because like Didier suggests, different strains have age hearing loss with the time. So it's. So you mean it's not applicable to humans, for instance? There are not epidemiologic studies showing if there is a correlation between exposure to noise in young, close to birth, and the presence of these troubles in aging? Yes, there is many effects of the malnutrition in babies, in young people, and more and more time the people use music all the time in their ear, and so they could maybe damage outer hair cell or inner hair or fibers. We don't know exactly. But so are there some recommendations for parents to avoid
using too much noise or too much music close to the ear for the children? We have also a topic in our lab, and we analyze the effect of the compression of the music, and there is a very different result between the original music and the MP3 or 4 music and compressed music. So yeah, because the sounds are more pure sounds and yes, changing the shape and the timbre. Yeah. But if you look about musician and professional musician, maybe they stimulate the retron control loop like system efferent system. So they are exposed every day, but maybe they have a more strong efferent control. Yeah. So it's difficult to answer your question about what is the impact of the music, the noise exposure. Yeah, we can educate our brain to compensate and adjust. Actually, there is some law about the worker, but for the hobby, there's nothing. So it's not possible to oblige everyone. But on your mobile, you have information. If you increase the sound level, you have indication about maybe now it could be dangerous for your hearing. Okay.